Bonsoir à tous. C'est une nouvelle semaine qui s'achève. Occasion pour nous de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Le 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine sur BF1. C'est parti. L'actualité de la semaine est essentiellement dominée par l'attaque terroriste contre un convoi de la société minière Essakane. Le gouvernement parle d'un bilan provisoire de 38 morts. Le président sénégalais Macky Sall, de retour du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Niamey sur la Guinée-Bissau, est passé présenter la solidarité du peuple sénégalais. D'un arrêt à Ouagadougou pour exprimer à mon frère et ami le président Roch Marc-Christian Kaboré, lui exprimer la solidarité du peuple sénégalais suite à l'attaque de Bongo dans l'est du pays, une attaque barbare et insensée qui a coûté la vie à plus de 38 personnes. Lui dire toute notre solidarité à lui, à son gouvernement et au peuple burkinabé. Et aussi dire au peuple burkinabé que nous sommes dans un monde où aucun pays aujourd'hui n'est épargné par les violences terroristes. Quand vous prenez les pays les plus développés, quotidiennement, on enregistre des attaques. Puisqu'il s'agit d'attaques asymétriques où l'ennemi choisit son terrain, choisit le lieu, choisit le moment de frapper, et cela est d'autant plus regrettable que ce sont des victimes civiles qui vaquaient à leurs besoins, qui allaient à leur travail, qui ont été assassinés. Nous nous sommes inclinés tout à l'heure à Niamey à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et nous avons prié pour les morts, mais également souhaiter prompt rétablissement pour les blessés, et au nom d'ailleurs de tous ces chefs d'État, quand ils ont compris que je m'arrêtais à Ouagadougou, ils ont demandé de transmettre leur message de condoléances au président et au peuple burkinabé. C'était le sens de ce déplacement rapide. J'aurais voulu venir dans d'autres circonstances, mais cette solidarité aussi nous a fait obligation d'être aux côtés du président et aux côtés du peuple frère du Burkina. La solidarité du peuple sénégalais au peuple frère du Burkinabé, victime de cette attaque terroriste contre un convoi de la société minière Semafo. Le président du Faso s'est adressé à la nation. Il lance une initiative de recrutement de volontaires dans la lutte contre le terrorisme. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque vise à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée
pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Les réactions qui ne se sont pas fait attendre après la déclaration du président du Faso. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Eddy Kombouego, n'est pas contre cette idée de recrutement de volontaires, mais il pense qu'il y a mieux à faire. Je voudrais dire au président Roch-Marc Christian Kaboré que je ne suis pas contre que les populations s'engagent, que des volontaires viennent, mais je voudrais lui suggérer plutôt de faire appel aux soldats à la retraite, les 3 derniers contingents militaires qui sont à la retraite. Vous savez que les recrutements des militaires, c'est de 19 à 20 ans. À 45 ans, 25 ans de service, 45 ans, 46 ans, ils sont à la retraite. Voici des gens qui sont formés et qui pourraient apporter main forte à nos forces de défense et de sécurité, tout en cherchant à armer et à donner des matériels conséquents. Je voudrais également interpeller le président Roch-Marc Christian Kaboré dans cette invite d'unité et de réconciliation, de pardon, de penser qu'il y a également des hommes forts, intelligents, posés, qui sont en prison, qui sont des militaires. Je veux parler des ex-hommes du RSP. Donnons-leur la chance de se racheter. Je veux parler de notre frère, de notre aîné, le général Diengéré, et de l'ensemble de ces hommes. Dans une prison, je ne vois pas comment il peut contribuer. Même s'il a commis des erreurs, il a été condamné. Permettez-lui et ses hommes d'aller au front. Une attaque, une énième attaque terroriste au bilan lourd, malgré les opérations militaires sur le terrain. Alors on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui n'assume pas ses responsabilités? Les forces étrangères dans tout ça, quelle est leur responsabilité? Certains se sont murés dans un silence presque assourdissant de mélancolie et de douleur. D'autres ont eu du mal à retenir leurs larmes. Je veux voir le corps de mon mari là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça ne nous arrange pas, s'il vous plaît. L'émotion puis la colère face à l'inorganisation effarante du gouvernement. Combien de temps ils ont mis avant de publier un communiqué? Il a fallu que la mine, c'est ma faute ou c'est quoi, depuis le Canada, qui a sorti une lettre officielle pour faire sortir ce bilan quand même. L'exaspération des familles des victimes est aussi due au nombre élevé de personnes tuées par les terroristes. On parle de 38 morts. Pour le moment, tous travailleurs de la mine de Semanfo, le plus lourd bilan depuis 2016 et le début des attaques terroristes. Quelques mois plus tôt, en août, c'est l'attaque du détachement militaire de Koutougou qui faisait 24 morts. C'est la guerre. Elle n'épargne personne, civil comme militaire. L'hydre terroriste frappe sans distinction et ses tentacules presque immortels repoussent à chaque fois qu'on en coupe une. L'exemple de la région de l'Est est édifiant. Après Otapouanou, la situation n'a pas changé. Les populations sont sous le choc. Je ressens vraiment une douleur. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Bon, il faut vraiment prendre des dispositions pour qu'on évite le carnage à l'avenir. Passé l'émotion, place à l'analyse. Froide. Première question. Que peuvent nos armées? Elles sont en reconstruction tout en combattant. Toute la difficulté est là. En 2008, au cours d'une réunion sur la sécurité dans l'espace UEMOA, un expert asiatique dira ceci. Une trentaine de bons militaires ukrainiens surentraînés viendra à bout des armées de 8 pays de l'UEMOA en à peine 45 minutes. Avant de conclure, vous n'existez pas sur la carte. Il faut reconstruire les armées vite et bien. Deuxième question, que font nos politiques? Ce qu'ils peuvent. Tâtonnement, manque de stratégie, de rigueur.
Faire un simple communiqué fiable après les attaques donne lieu à toutes les formes d'élucubration. Il faudra commencer peut-être à s'organiser et prendre des décisions. Troisième question, et l'armée française dans tout cela? On retiendra qu'après l'enlèvement de ressortissants français au Bénin, les terroristes avaient été suivis kilomètre après kilomètre, même pendant la nuit noire du désert burkinabé où une action a été menée pour libérer les otages. Des forces françaises curieusement aveugles quand les terroristes se déplacent par centaines sur le territoire burkinabé et malien. Quel est leur rôle? Le débat est déjà posé et il mérite peut-être d'être approfondi. Il y a aussi le G5 Sahel qui multiplie les réunions pendant que les terroristes multiplient les attaques. Et les populations alors? Résister, résister, résister. Mais comment? Mais comment? Le G5 Sahel pourrait peut-être nous apporter la réponse à cette question, puisque cette structure multiplie effectivement les cadres de réflexion. Cette semaine, les ministres du G5 Sahel étaient à Ouagadougou en conseil. Une minute de silence pour la cinquantaine de personnes tuées récemment au Mali et les gendarmes et civils, dont un député maire, abattu au Burkina Faso il y a à peine 72 heures. Au moment où se tient cette 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, la situation sécuritaire s'est un peu plus dégradée dans la région. Alors un sentiment général se dégage. Pendant que les terroristes avancent et multiplient les attaques, le G5 Sahel semble faire du surplace en multipliant les réunions. Il faut des réunions souvent pour prendre des décisions, ça c'est une chose. Mais c'est tout à fait légitime que nos populations en particulier le ressentent de cette façon. C'est ce que nous disons aussi à nos partenaires. Mais est-ce que vous savez combien chacun de nos États investit dans le renforcement de la force conjointe? Entre 15, 16, 30% des budgets. Ça c'est une chose. Deuxièmement, vous allez dans les jours à venir, mais je ne suis pas militaire, je ne veux pas en parler, le commandant de la force est ici, vous allez voir une reprise, une montée en puissance des opérations au niveau de la force conjointe. Je ne crois pas qu'on reste seulement dans les réunions. Il se trouve que nous sommes entrés dans une situation de guerre asymétrique qui forcément prend du temps à juguler. Une guerre asymétrique pour laquelle le G5 Sahel prône une mobilisation générale et celle de toutes les énergies possibles, y compris le sens de la solidarité des uns et des autres. L'essentiel, c'est, et c'est votre rôle à vous, la presse, c'est de faire en sorte que les populations continuent à croire en leur État, continuent à croire que c'est jouable. Il n'y a aucune partie du monde où il y a ce genre de situation qui est perdurée pour toujours. C'est dur, mais ensemble, nous nous en sortirons. Le G5 Sahel est un espace de solidarité. Je voudrais vous donner un exemple aussi. C'est que lorsque le Mali avait été en guerre vraiment dure, ce sont des soldats tchadiens qui, les premiers avant tout le monde, se sont présentés dans le nord du Mali pour combattre les djihadistes, avec des pertes que nous connaissons. Cette 6e session du Conseil des ministres du G5 Sahel coïncide avec la fin de la présidence du Burkina Faso, une présidence qui finit dans moins de 2 mois et qui a été marquée par la diversification des sources de financement de la force conjointe. Chaka Koulibaly, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. La semaine marquée encore par une nouvelle attaque terroriste au bilan très lourd pour l'improvisoire de 38 morts. Là, on le voit, ces réunions du G5 Sahel, cette semaine effectivement, qui s'est tenue. Comment les populations peuvent-elles continuer à croire en leur État si effectivement elles ont l'impression que ces États ne bougent pas, que c'est tout très lourd, la machine à bouger? Oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de désolation dans la population quand on voit qu'au fil des temps, les attaques ne s'arrêtent pas. Au contraire, elles sont de plus en plus meurtrières. On vient donc de subir la plus meurtrière depuis le début de l'offensive terroriste. Donc, chaque fois, les autorités et les différents responsables promettent que des actions seront menées. Encore une fois, le secrétaire permanent du G5 Sahel annonce une montée en puissance de la force conjointe. Donc on se demande bien pourquoi jusqu'à présent cela n'est pas fait. Et c'est légitime de la part des populations de s'interroger sur ces semblants de léthargie qu'on constate au niveau des services qui ont été créés, préparés, et qui disposent donc des ressources pour... Est-ce que ce n'est pas cela justement le drame de nos armées, toute la difficulté? Il y a une sorte de lourdeur
à faire fonctionner la machine. On n'est pas très offensif. On a comme l'impression que l'armée encore fonctionne comme nos administrations assez lourdes. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui auraient dû être changées dans le dispositif de la défense. Par exemple, la politique de défense du Burkina Faso est une politique officiellement défensive. C'est-à-dire que le Burkina n'attaque pas. C'est lorsque il est attaqué que le dispositif qui est là est appelé à se mobiliser. Cela implique une forme d'organisation et qui aujourd'hui pose problème parce que la façon dont le terrorisme est en train de se déployer est une forme qui n'a pas été prévue par l'ensemble de l'armée burkinabé telle qu'elle a été conçue. Il aurait fallu, et je pense qu'on avait quand même eu le temps de le faire depuis 2016, de modifier rapidement la conception de l'armée, en tout cas une partie de cette armée, de sorte qu'elle puisse être adaptée à la forme de la lutte qui existe à l'heure actuelle. Et c'est là où je pense, suite au discours du chef de l'État, que, à mon avis, l'idée qu'il donne n'est pas forcément une mauvaise idée, surtout qu'il est resté dans l'orientation. Ce qu'il a dit, on peut, après, en passant à la phase opérationnelle, imaginer que ça peut très bien convenir à une mobilisation supplémentaire pour suppléer ou compléter les effectifs militaires. Ce n'est pas exclu du tout. Oui, parce que justement, l'interrogation sur cette décision du chef de l'État, c'est cela. Recrutement de volontaires. Pourquoi faire? Pour le terrain, le combat sur le terrain ou pour le renseignement? Je ne suis pas du tout... Je ne pense pas qu'il y ait matière à conclure en ce qui concerne ce qu'il a dit. Parce que même dans les autres pays, quand on observe, quand on parle de mobilisation générale, il s'agit juste d'une orientation qui est donnée par le politique et que les techniques vont mettre en œuvre par la suite. Personne ne nous dit qu'il ne s'agit pas de compléter les effectifs de l'armée, de la gendarmerie ou de la police. Ce n'est pas exclu du tout. Il a juste parlé de mobilisation générale. Cela signifie plutôt que peut-être des corps ou des catégories de la population qui n'étaient pas jusqu'à présent impliqués dans le dispositif opérationnel peuvent l'être maintenant. C'est ce que ça veut dire. Donc, par la suite, il faut maintenant attendre qu'est-ce que le ministre de la Défense va proposer en application de l'orientation que le chef de l'État a donnée pour pouvoir savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'émotion à avoir par rapport à ce que le chef de l'État a dit et non plus conclure qu'il a plutôt parlé d'amener les populations sur le front de la guerre. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, ça ouvre plusieurs perspectives et on attend de voir comment ils vont calibrer cette mobilisation générale pour pouvoir accompagner le dispositif Voyons actuel. justement ces perspectives par rapport à cette décision importante du chef de l'État. Pour la dimension militaire, pour beaucoup d'experts, il peut y avoir des risques. Mais effectivement, si c'est pour le renseignement, ça c'est peut-être une très bonne chose parce que c'est ce qu'on demande, l'implication de la population pour la collecte de l'information. Mais là encore, si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas risqué de l'annoncer publiquement de la sorte? Vous savez que le discours du chef de l'État s'est déroulé dans un contexte de grande émotion. Il était obligé, pour ne pas faire un discours creux et être attaqué pour ne pas... Parce que certains avaient déjà écrit son discours sur les réseaux sociaux. Donc il fallait qu'il donne... Apporter de la nouveauté. Voilà. Il fallait qu'il donne des nouveautés et donner l'impression quand même qu'ils réfléchissent et qu'ils vont faire des choses nouvelles. C'est pour ça que cette idée est sortie. Mais comme je le dis, c'est une idée assez générale pour pouvoir convenir aux dispositions que vont prendre maintenant les services techniques, notamment le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, etc. etc. À mon avis, il n'y a pas lieu pour le moment de s'exciter là-dessus. Mais en même temps, il faut comprendre que lorsque le chef de l'État donne cette idée, il la donne avec son propre bagage idéologique, qui est celui d'un révolutionnaire. Et vous savez que sous la Révolution, le concept de la défense, c'était la défense populaire, qui implique toutes les catégories de la population. L'idée, c'était que le militaire est un civil en mission et le civil est un militaire en permission. Donc, c'est pour dire que tout le monde contribue, etc. Et c'est cette idée que le chef de l'État revient avec. Il se trouve qu'on est dans une autre forme de défense, dans une autre forme de guerre, comme on l'a dit, asymétrique. Pas classique. Du coup, est-ce que cette idée de défense populaire
ce discours tendant à impliquer davantage la population dans cette lutte contre le terrorisme n'est pas aussi un discours assez dangereux parce que lorsque on dit à l'ennemi que désormais il n'y a pas que l'armée mais il y a aussi la population qui est mobilisée, prête à en découdre, est-ce qu'on ne fait pas tout de suite aussi de la population civile une cible tout de suite privilégiée? Parce que comme on l'a constaté dans leur façon de faire, c'est d'abord les cibles militaires. Mais on a vu que de plus en plus les civils sont des cibles. C'est évident. Le fait d'annoncer souvent les opérations comme ça, et je suis sûr que le fait d'avoir annoncé l'opération Bourgo 4 a une part dans cette attaque qui a eu lieu parce que ça a été assez concomitant. Quelque part, les terroristes ont dû se dire, bon, si on s'apprête à venir essayer d'éradiquer complètement nos bases et nos effectifs, nous allons être proactifs, nous allons attaquer à l'avance et semer le désordre, mettre la peur dans le camp de l'adversaire. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a eu cette attaque-là. Je ne sais pas depuis quand est-ce qu'on lance comme ça dans les médias les opérations à venir. Et aussi, vous avez vu que l'armée, en général, était plutôt favorable à restreindre la communication sur les opérations militaires. C'était précisément parce que dans leur mode opératoire, on n'annonce pas généralement c'est ce qu'on va faire. En surprend. Par la suite, on peut expliquer, il y a eu une opération, ça a donné tel résultat. Mais à l'avance comme ça, les militaires n'aiment pas beaucoup que cela se fasse. Mais maintenant, comme le président a le dos au mur par rapport à sa capacité à être le chef de la guerre, le chef des armées, etc., et que cette attaque a été quand même assez fortement ressentie dans la population, surtout que c'était des civils qui allaient sur leur lieu de travail, il lui fallait tout de suite réagir avec des propositions et des idées. Mais comme je l'ai dit, on peut encore calibrer ce qu'il a dit pour pouvoir ne pas sortir de ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le dispositif normal de la sécurité. J'allais ajouter que, à mon avis, à l'heure actuelle où on se trouve, ce que le chef de l'État aurait pu ajouter de plus, c'était par exemple de parler de cette question de réconciliation, qui est considérée par beaucoup comme étant la formule par laquelle au moins on va éteindre les conflits entre les Burkinabés et justement favoriser la mobilisation générale. Parce que dans un contexte de division et de polarisation, il est très difficile de faire la mobilisation générale. C'est-à-dire que la légitimité du chef de l'État résidera seulement dans son camp. Ceux qui le sont déjà ses partisans, mais ceux qui ne sont pas ses partisans n'ont aucune raison d'adhérer à ces mots d'ordre. Et c'est là où ce qu'on appelle la réconciliation, qui peut prendre plusieurs formes, aurait permis de faciliter les passerelles par lesquelles les autres pouvaient contribuer. Et le deuxième niveau, heureusement ou malheureusement, le président du CDP m'a dévancé sur la question. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, il nous faut peut-être fermer les yeux sur un certain nombre de réalités et utiliser toutes les ressources dont le pays dispose. Et précisément, si on prend la configuration de notre armée, les rôles étaient quand même assez répartis et la fonction antiterroriste était bien réservée à cet RSP-là. Bon, il s'est passé des choses. Je crois qu'aujourd'hui, au stade où on se trouve, il y a eu déjà des condamnations. Rien n'empêche qu'on puisse faire recours à ces personnes-là. Parce que dans d'autres cieux, ça se passe énormément. Si vous prenez les États-Unis, par exemple, le recours à des gens qui sont déjà sous condamnation est très, très, très important. Donc, parce qu'il a une capacité, une spécialité, il a des relations, il connaît certaines choses. On dit que le RSP, c'est un tigre en papier. Oui, c'est ce qui s'est dit, mais on est en train de le voir que quand le RSP agissait, je me rappelle que sous le moment où le RSP était encore actif, quand un berger traversait la frontière du Niger pour entrer ici, par exemple, il partait en Côte d'Ivoire pour vendre ses bœufs, ils étaient informés. À plus forte raison s'il avait une arme. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on a eu dans le passé qui font penser que peut-être il y avait quand même un minimum. Et les terroristes avaient essayé, quand ils étaient déjà au Mali et au Niger, d'infiltrer le Burkina Faso et de prépositionner les forces avant de lancer leur offensive. Mais quand le RSP existait, ils n'avaient pas pu le faire. Dès lors qu'on a procédé à la dissolution du RSP, ils ont compris que la voie leur était ouverte. Et vous avez vu que dès janvier 2016, les choses sont parties. C'était le fait de l'armée burkinabé, tout simplement, ou c'était le fait du RSP? Oui, l'armée agissait, mais aujourd'hui, comme on le voit, le RSP n'existe plus, et c'est le reste de l'armée qui est en train d'agir, avec les résultats qu'on voit. On s'est dit que peut-être,
c'était un ensemble d'unités qui avaient été mises en place et qui ont un rôle chacun à jouer. Et tant que certains ne jouent pas leur fonction, les autres peuvent avoir du mal. Vous parlez justement de réconciliation, mais effectivement, le problème, c'est qu'il y a encore des Burkinabés qui pensent que solliciter l'expertise de ceux qui sont en prison, ça revient à se régner. C'est comme si ça donnait l'impression d'un échec. C'est pour ça que jusqu'à présent, de valoriser ces hommes qui sont en prison. C'est pour ça que jusqu'à présent, personnellement, je ne mettais pas beaucoup de pression sur les autorités, le chef de l'État, pour aller dans ce sens, parce que c'est un poids important. Le coût est très important politiquement. C'est de reconnaître que c'était des gens qui étaient efficaces et que nous, on n'est pas efficaces. Et ça, personnellement, pour lui, c'est difficile d'assumer. Mais aujourd'hui, avec l'ampleur des attaques, avec le nombre de morts et la façon dont cela se déroule, on est obligé de se demander, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cet aspect des choses, mettre son honneur ou son orgueil à terre et essayer de voir, est-ce que réellement on ne peut pas aussi essayer. Peut-être que c'est vraiment un tigre en papier, mais on le verra à l'œuvre. Essayer toutes les solutions. Voilà, si on ne sait pas, on ne saura pas s'ils sont vraiment efficaces ou pas. Voilà. Otapouanou, effectivement, a eu lieu dans la région de l'Est. Après, il y a eu Dofou dans le Sahel. Mais là, effectivement, il y a eu Otapouanou. À l'heure du bilan, le chef d'état-major avait dressé un bilan effectivement satisfaisant. On dit que la zone a été débarrassée de l'ennemi. Mais on se rend compte que quelques mois après, c'est véritablement encore... c'est tout le contraire. C'est comme si l'ennemi, après Otapouanou, on a laissé de la place à l'ennemi qui a réussi à se réorganiser. Oui. C'est l'impression que ça donne. Oui, c'est l'impression qu'on a. Effectivement, l'opération Otapouanou avait été conclue sur une victoire par le chef d'état-major général des armées. Et je pense qu'il avait également dit qu'il y aurait une autre phase de consolidation. C'est-à-dire que le fait d'avoir réussi à démanteler les bases d'action des terroristes, ça ne suffisait pas, puisque, par exemple, c'est même fort possible que, sachant que l'opération allait se dérouler, les terroristes ont dû se retirer en dehors de la zone d'intervention de notre armée, aller soit au Niger, soit au Bénin, attendre tranquillement que les opérations aient cessé, et puis reprendre position sur leur terrain. Parce qu'on l'a vu, il n'y a pas longtemps après la fin de l'opération Otapouanou, qu'il y a eu l'enlèvement des touristes étrangers au nord du Bénin et la tentative de traverser le Burkina Faso pour aller dans d'autres contrées. Donc cela veut dire qu'en réalité, l'opération a été menée et elle peut avoir eu ses résultats momentanément, mais dans la durée, est-ce qu'on a prévu des dispositifs pour consolider cette victoire de Otapouanou? Et certains experts ont dit qu'en réalité, ça ne se dit pas toujours, mais après Otapouanou, il y a eu 81 incidences sécuritaires, sans compter celle de la mine de Bongou. Donc, cela veut dire que même après l'opération, il a continué à avoir des escarmouches avec les forces de défense et de sécurité et les terroristes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on peut juste mener des opérations ponctuelles, brèves dans le temps, et espérer résoudre la question du terrorisme? Ou est-ce qu'il faut concevoir une autre formule? Et c'est peut-être dans ce sens que le chef de l'État parle de la mobilisation générale, qui va être opérationnalisée par ses services techniques, et on verra quel dispositif on va mettre en place pour qu'une opération qui a été réalisée, qui a eu des résultats, on puisse consolider de sorte qu'on ne revienne plus en arrière dans cette zone-là. C'est-à-dire maximiser les effectifs dans la région? Peut-être les effectifs, je crains qu'on ne puisse pas mobiliser suffisamment pour occuper toutes les zones qui peuvent être touchées par les terroristes. Parce que comme vous l'avez vu, ils font en sorte à ne pas localiser leurs interventions. Aujourd'hui, si vous faites le point, vous verrez qu'un très vaste territoire du pays, une très vaste partie du territoire est concernée de la boucle du Moun jusqu'à l'extrême est, la Kompienga. Mais comment voulez-vous que l'armée puisse contrôler toute cette zone-là? C'est extrêmement difficile. Donc, ce qui fait que, finalement, les détachements qui ont été dispersés... Stratégiquement aussi, il est reconnu qu'ils s'installent surtout dans des zones de confort où, effectivement, il y a des possibilités de trafic, de tout le genre. Mais ces zones-là peuvent être décelées. Ça leur permet de continuer à agir sans avoir besoin de financement extérieur. Parce que la plupart du temps, au début du terrorisme, AQMI, on avait dit, oui, c'est les pays du Golfe qui les finançaient, etc. Mais on s'est rendu compte en réalité que c'est une économie intègre
qui est fermé, qui produit ses propres revenus. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils occupent un endroit, ils exploitent de façon criminelle cet endroit-là, soit en faisant des extractions minières, soit en contrôlant le trafic des personnes qui passent, ou des marchandises, ou en faisant de la contrebande, etc., etc. Il y a plusieurs types d'activités criminelles qui permettent de financer le terrorisme et d'acheter les armes qu'il y a. Donc, c'est toute une politique qu'il faut concevoir. C'est pour ça que le G5 Sahel avait été perçu comme une solution qui était idéale. Malheureusement, on voit qu'elle a un peu du plomb dans l'aile jusqu'à présent, et le secrétaire permanent parle encore du mouvement à venir de la force conjointe, ce qui signifie que jusqu'à présent, cela n'avait pas été. Le mouvement qui ne vient jamais. À cette allure, faut-il craindre aussi peut-être une présence militaire française au niveau du Burkina? Oui, mais on a déjà conclu ici ce débat. La présence militaire française existe déjà. C'était la question des bases qui avait posé problème. Je veux parler surtout des bases, parce que, oui, effectivement. Maintenant, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un militaire pour savoir est-ce qu'il faut forcément une base ou bien cette présence militaire telle qu'elle est aujourd'hui suffit. Parce que ça semble montrer ses limites, puisque parce que, au moins, ça n'a pas empêché les groupes terroristes de gagner du terrain. Au moins dans les zones où sont présents les militaires français, je vais parler de Djibo actuellement, je vais parler de Ouagadougou et également d'Ori. À ces endroits, vous voyez qu'il n'y a pas tellement d'attaques in situ, pas dans le lieu même. Il a fallu attendre que le maire quitte sa forteresse et qu'il ne soit pas encore arrivé à la prochaine place forte qui était Kongoussi et qu'il a été attaqué dans l'espace. Donc aujourd'hui, la question qui se pose à mon sens, c'est plutôt la gestion de l'espace par les services de sécurité et de défense. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où l'ingénierie, à mon avis, on devait en rechercher au-delà de ce qui est officiel, au-delà de ce qui est public, de ce qui est reconnu, et voir qu'est-ce qu'on peut vraiment mobiliser aujourd'hui. Et le mot de mobilisation générale, à mon sens, rentre dans cette optique-là, à mon avis. Maintenant, quel sera le contenu de cette mobilisation générale? On le verra dans les jours à venir. Mais je crois que c'est une bonne chose déjà d'avoir annoncé qu'il y aura une mobilisation générale. Ça peut permettre d'aller au-delà des zones de confort habituelles qu'on a, à savoir qu'on ne travaille qu'avec les services officiels, on ne travaille qu'avec ceux qui sont proches de nous, qui nous soutiennent, etc., etc. On verra bien. L'expertise à mobiliser à tous les niveaux, mais aussi la question du moyen matériel. Là encore, quand on voit Bongou, une mine, et puis voilà, tout ce qui arrive. Alors que cette stratégie, ça fait quand même un bout de temps que les terroristes l'expérimentent avec succès sur nos forces. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, à ce niveau, on n'a pas réussi à apporter la solution sur cette question des engins qu'on dépose? Il faut dire que je pense que c'est conclu aujourd'hui que toutes les zones qui ont été touchées par le terrorisme ont aussi été minées. C'est des informations qu'il ne faut peut-être pas divulguer exagérément, de peur donc de créer la psychose, mais on le constate aujourd'hui. Apparemment, partout où ils sont passés, ils ont pris des dispositions de ce type-là. Est-ce que ça veut dire que nous, on n'a pas les moyens de faire face à cette situation? Mais les questions des mines, je ne suis pas un expert on parle de drones, des aspects, mais c'est extrêmement difficile. De moyens aériens capables de balayer, de détecter. Peut-être par rayon infrarouge, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas vraiment m'aventurer sur cet aspect qui est extrêmement technique. Il y a certainement les moyens, mais peut-être que nous n'en avons pas. Et que pour l'instant, les pays qui en disposent, je ne sais pas si la France dispose de cette technologie, et si elle est habilitée à les mettre à la disposition du Burkina Faso, parce que c'est aussi ça la question. L'accord de défense et d'assistance en défense qu'il y a entre le Burkina Faso et la France, est-ce que ça inclut toutes ces questions-là? C'est ça la question. Parce que les Français, ce n'est pas évident, parce que là-bas, les choses passent à l'Assemblée nationale, qui regarde. Est-ce qu'effectivement, on peut mettre telle chose à la disposition de nos partenaires? Donc, si ce n'est pas permis, il va être difficile qu'on nous donne ce type de technologie et qu'on puisse déceler. Peut-être que nous-mêmes, on peut justement faire de l'innovation, commencer donc à rechercher rapidement qu'est-ce qui peut être fait. C'est peut-être là aussi où, si le chef de l'État réussit vraiment à faire cette mobilisation générale, la contribution des populations, à mon sens, est fondamentale. Mais on l'a vu, dès le début des opérations terroristes, les populations ont beaucoup contribué au renseignement.
Mais on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient apporté des informations ont fini par être repérés et trucidés par les terroristes. Finalement, à la longue, les gens ne peuvent plus le faire parce que leur sécurité pose problème. Donc, si vous voulez rester en vie, il vaut mieux ne pas se mêler de cette question entre les terroristes et les militaires. Du coup, les militaires ont été laissés à eux-mêmes sur le terrain, dans les terrains parfois qu'ils ne connaissent pas toujours. C'est pour ça cette dynamique d'impliquer davantage la population, il faut suffisamment la mûrir. Il faut bien étudier la mobilisation générale dont le chef de l'État a parlé. Et moi, j'attends que les mesures concrètes qui vont être prises par les services techniques, on puisse les analyser dans les prochains jours. L'autre difficulté que révèle Bongo, c'est aussi la gestion de la communication liée aux attaques terroristes. On a vu tout ce manque, ce vide par rapport aux familles des victimes qui attendent des informations qui ne viennent jamais. Il a fallu attendre un communiqué donc, depuis le Canada pour Semafo pour espérer avoir quelques bribes d'infos sur les familles et sur le bilan de l'attaque jusqu'à présent qui fait toujours polémique. Il faut reconnaître que ce n'est pas aisé pour les services d'avoir l'information en temps voulu par les bénéficiaires. Pour la simple raison que l'endroit où cela s'est passé, vous avez vu que c'est en pleine forêt et qu'il a été dit que beaucoup des gens qui ont été attaqués s'étaient dispersés dans les forêts. Ils ont été poursuivis par les terroristes. On ne sait pas s'ils se sont échappés, s'ils ont été tués, etc., etc. Or, en matière criminelle, pour pouvoir annoncer un mort, il faut avoir des preuves. C'est-à-dire avoir le cadavre au moins et dire, voilà, on a tel nombre. Pas forcément le bilan, pas forcément annoncer des décès, mais pour les premières heures où les réseaux sociaux se sont enflammés, et il faut bien quelque part quelqu'un pour rassurer, pour donner quelques bribes d'infos. Aux populations pour rassurer. Bon, je pense que cet aspect... L'information officielle manquait. On a même vu entre-temps ce communiqué du gouverneur qui donne des chiffres et juste après, un communiqué du gouvernement qui ne donne pas de chiffres. C'est vrai. Je sais qu'il y a des insuffisances dans la communication, mais elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Il faut identifier les morts. Vous avez vu qu'ils ont été obligés de donner la liste des morts. Donc, tant que vous n'avez pas le nom sur la liste, vous êtes en mesure de dire peut-être que les personnes qui ne sont pas là ne sont pas encore mortes. Donc, c'est un peu délicat de la position des services qui sont chargés de faire le bilan et d'aider ceux qui font la communication. J'en conviens. C'est vrai que ça fait très mal pour les parents des victimes de ne pas du tout savoir de quoi il s'agit. Mais on est bien obligé de faire. Vous voyez quand les accidents d'avion également, c'est tout à fait la même chose. Les parents des victimes sont toujours en train de se plaindre qu'on ne leur donne pas d'informations. Mais les responsables ne peuvent pas donner d'informations et être démentis après. Donc, c'est réellement difficile comme situation. Oui, et je pense que c'est une question de choix de mots, de clés, d'éléments de langage. C'est pas forcément qu'on attend des chiffres, qu'on attend qu'on nous dise on a un parent qui a été tué. Mais quand on laisse le vivre, vous avez vu la psychose que ça crée avec les réseaux sociaux qui annoncent une attaque, qui disent qu'il y a eu beaucoup de morts, c'est grave, etc. Plus de 100, les gens mais pendant ce temps, officiellement, aucune information pour dire effectivement il y a eu attaque, mais attendons de voir, nos services sont en train de travailler à apporter le maximum d'informations crédibles, etc. C'est d'abord ça, pour assurer. Cette affaire ramène donc à la question de la modification du code pénal dont on a parlé ici largement, et qu'on avait conclu que les nouvelles dispositions entravaient énormément le travail des médias normaux. Je veux dire ici que ça a été une mauvaise appréciation de vouloir restreindre l'information, y compris chez les médias qui sont reconnus. Pour la simple raison que ces médias-là constituent une sorte de filtre pour l'information. Même si vous voyez 100 morts annoncés par quelqu'un sur sa page Facebook, le fait que BF1 ou le Faso.net parlent de ça, on sait qu'il y a un minimum de professionnalisme qui a été mis en œuvre pour donner cette information-là. Et ça donne une sorte de filtre à cette information. Et c'est ce que nous avons perdu avec cette modification du code pénal qui a eu lieu récemment. Et c'est déplorable parce que on aurait pu, vous pouvez avoir, vous, des gens ou des correspondants à FADA
qui peuvent avoir des informations à partir de ceux qui sont arrivés rapidement et donner des informations plus ou moins proches de la réalité, en sachant que vous avez pris le soin de vous prémunir des précautions et ne pas donner de fausses informations. Et ça peut aider également à la communication, aider même les services publics, etc. etc. Mais ce point-là, quand même, il faut le dire, c'est un point d'insuffisance dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. On va donc clore ce dossier terrorisme pour parler d'un autre sujet important pour la semaine, c'est la crise dans le secteur de la santé. Le bout du tunnel, enfin, puisque le SINCHA et le CIMEB ont suspendu leur mouvement d'humeur. Je tiens déjà en ces moments douloureux que nous traversons encore une fois de plus dans notre pays à présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par ces attaques lâches que nous avons essuyées encore une fois de plus au niveau de notre pays. Revenons à la question de la suspension des grèves au niveau de la santé. Oui, effectivement, le CIMEB a participé aux négociations qui ont abouti à cela. Mais il faut déjà signaler que, compte tenu du contexte sécuritaire et des avancées que nous avons pu noter au niveau des échanges avec le gouvernement, le CIMEB avait déjà décidé, depuis le lundi 4, de suspendre son mot d'ordre en cours. Nous avons accompagné ce dialogue, nous avons souscrit à l'esprit parce que, comme on l'a dit, cette grève est arrivée par une absence de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, parce que nous l'avons signifié à chaque fois qu'on avait eu l'occasion, que les syndicats de la santé ont été assez patients. Et c'est face à ce silence que ces syndicats ont dû aller en grève. Si aujourd'hui le gouvernement du moins, par l'intermédiaire de médiateurs, souhaite vraiment l'apaisement, ce n'est que le souhait des différents syndicats. C'est dans ce sens que le CIMEB a décidé qu'on pouvait accompagner, offrir une trêve pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour la résolution de nos problèmes. Nous avons des patients qui meurent. Donc, ce qui fait que nos revendications et les besoins de la population sont intriqués. On ne peut pas avoir de situation où ces questions ne sont pas réglées. Donc, on souhaite réellement qu'il y ait une diligence à ce niveau pour que conjointement tout soit réglé pour éviter que nous soyons dans une situation pareille. La trêve que les syndicats ont accordée au niveau de ce dialogue peut prendre fin, comme on l'a signifié, si quelque part il n'y a pas une bonne volonté de mener les choses à bien. Donc nous souhaitons, parce que c'est vraiment une décision, une grande décision que tous les parties prenantes ont pris, et nous souhaitons que nous puissions tenir bon dans ce dialogue. Voilà. Chaka Coulibaly, le gouvernement voulait une trêve, on l'a, cette trêve, mais attention, c'est une trêve comme ils l'ont annoncé. Il appartient désormais au gouvernement de mettre en œuvre effectivement le protocole. C'est une trêve très fragile, si on écoute le médecin qui vient de s'exprimer. Mais ça veut dire aussi certainement que le gouvernement a dû mettre sur la table un certain nombre d'arguments et qui ont permis que les syndicats de médecins et de personnel soignant puissent être à l'aise également pour annoncer cette trêve-là. Parce que c'est très certain qu'eux-mêmes ne sont pas tout à fait à l'aise avec cette situation, d'être responsables avec un serment et ne pas pouvoir aider les populations, c'est assez difficile pour eux tous. Et je pense que c'est une excellente chose que nous puissions avoir cette trêve-là, pourvu que les promesses qui ont été faites par le gouvernement soient tenues le plus rapidement possible, de sorte qu'à partir d'une trêve même fragile, on puisse aboutir à une normalisation de la situation tout simplement. Et je pense que c'est possible. Et si la trêve a été annoncée, comme on l'a dit, certainement que des arguments ont été mis sur la table. Voilà. Pour terminer, nous parlons d'un sujet au niveau international, c'est la sortie du président béninois Patrice Talon, suffisamment commenté tout au long de cette semaine, une interview accordée à nos confrères de RFI et de France 24. Oui. Il a parlé donc du retrait des réserves de change des pays africains au trésor français. Beaucoup ont vu ça comme de l'audace, du courage, ou alors ils portent juste la voix de ces pays africains
C'est quelque chose de déjà acté peut-être? Oui, tel que annoncé par le président Talon, on a eu beaucoup de questionnements après son intervention parce qu'elle n'a pas été très détaillée. La preuve, c'est que son ministre des Finances a été obligé de donner des interviews pour donner de plus amples détails. Donc, au final, ce qui est dit, ce serait peut-être un accord entre les pays africains de la zone francophone, de la zone CFA et la France, de pouvoir un assouplissement de la gestion des réserves d'échange que les pays africains ont au Trésor français. Et ça veut dire que justement, tel que Talon l'a expliqué, et tel que l'a précisé le ministre béninois des Finances, Romuald Wadagni, que désormais, effectivement, ces pays africains peuvent déposer leurs réserves dans d'autres institutions financières hors de la France, notamment en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Cela voudrait dire que la France serait favorable à ce que cet argent soit mobilisé par les pays africains et géré par eux-mêmes, au fin donc peut-être d'améliorer leur situation financière. Ceci dit, c'est peut-être une victoire. Beaucoup ne pensaient pas que les dirigeants africains, surtout francophones, aient ce courage-là d'aller frontalement annoncer que les réserves d'échange qui sont détenues, enfin déposées au Trésor français seront mobilisées et placées dans d'autres endroits. Peut-être les peuples les ont contraints quelque part. Les peuples sont contraints. Il y a eu une sorte de réaction mitigée. Les gens avaient même la peine à croire que ça a été réellement dit. Il a fallu que le ministre des Finances béninois confirme cela pour qu'on pense qu'il y a un fond de vérité. Ceci dit, cela ne finit pas donc la question. Parce que comme on l'a dit pour la question du franc CFA, c'est vrai qu'il y a une relation avec la France qui paraît comme une survivance des rapports coloniaux. Pourquoi est-ce que l'argent des Africains est déposé au Trésor français alors que nous-mêmes nous avons une banque centrale? Donc ce sont des questions qui se posaient. Maintenant, si on déposait cet argent ailleurs, autre que le Trésor français, est-ce que nos dirigeants peuvent garantir encore que la gestion de ces réserves d'échange soit aussi qualitative qu'on l'a eu avec le Trésor français? Parce qu'au moins, la garantie de la convertibilité du CFA existait et on pouvait en disposer à tout moment pour les opérations du commerce international, etc., etc. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on quitte le Trésor français, mais qu'on ne puisse pas regretter de l'avoir fait. Parce que très souvent en Afrique, les évolutions parfois reviennent à des actes manqués et que par la suite on revienne à regretter cela. Moi, je voudrais inciter les gouvernants. Ce que dit le ministre des Finances béninois, c'est que ça permet justement à la BCEAO d'avoir la gestion de l'intégralité des réserves. Si c'est pour déposer l'ensemble des réserves de change à la BCEAO, moi je suis totalement partant. Parce qu'en ce moment, je sais que la BCEAO a les capacités techniques de gérer une monnaie entièrement. Et le fait d'avoir donc les réserves de change entièrement à disposition, c'est aussi une façon donc de pouvoir financer les économies des pays de la zone franc. Et ça peut être un mieux-être pour cette zone-là du point de vue économique et financier. Mais comme on a dit, il faut qu'on mette toujours la pression sur nos dirigeants, que des mesures ne soient pas prises un peu à la légère, dans le sens d'une gouvernance relative de cette manne-là. Donc, autant on est content qu'on puisse finalement aboutir à cette révolution, autant il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accroc sur la question de la gestion des réserves d'échange dont on aura la responsabilité maintenant. Merci, Siaka Coulibaly. Merci. Ça sera tout pour cette info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur BF1 et bonne reprise de travail demain pour ceux qui travaillent bien sûr, puisque demain, c'est férié. Bonsoir.